voilà, de pouvoir ce soir interroger Laura Siboni, qui a écrit un livre passionnant sur l'intelligence artificielle. Et je dois vous dire qu'avant de la rencontrer, avant de lire son livre, franchement, je n'y connaissais vraiment rien. Donc mes questions resteront un peu naïves, volontairement, parce que j'étais vraiment une néophyte en la matière. Et j'avoue que j'en connais quand même beaucoup plus, pas un peu plus, mais beaucoup plus grâce à elle. Le livre est extrêmement riche. Il permet de rentrer dans un domaine qui nous interroge, dont on se demande un petit peu où il nous mène, quels sont les aspects positifs, quels sont les dangers de l'IA, quelle est son étendue. En fait, on a affaire, on va l'expliquer bien mieux que moi, à une véritable révolution. Et j'ai trouvé que c'était formidable de mettre à la portée du public un livre qui permet de rentrer, mais pas d'une manière trop technique, trop scientifique, trop scolaire, puisqu'elle utilise en fait un mode d'approche très littéraire, qui est celui de la fable. Et donc, grâce à cette approche, on va pouvoir faire le tour des différentes facettes de l'intelligence artificielle. Et j'espère que, comme moi, grâce à elle, vous en apprendrez vraiment énormément sur le sujet. Alors, Laura, donc, Fantasia. Je voulais d'abord vous demander si vous pouviez vous présenter, sachant que je crois que vous avez un petit peu quand même vos départs sont plutôt littéraires. Qu'est-ce qui vous amène, quel est votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce domaine de l'intelligence artificielle? Alors, sur mon cheminement, il y en a beaucoup qui ne seront pas étonnés parce qu'il y en a parmi vous qui m'ont connue déjà toute petite. Ici, je viens de Strasbourg. J'étais plutôt littéraire. Moi, je ne suis pas une ingénieure. Si je m'intéresse à l'intelligence artificielle, c'est parce qu'à l'origine, je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. C'est-à-dire que ma question, c'était comment est-ce qu'on peut recommander un livre à quelqu'un et savoir que ce livre va lui plaire. Question qu'on se pose évidemment quand on veut faire les cadeaux de Hanouka. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un qui n'a pas encore lu ce livre va l'aimer? Et donc c'est en m'intéressant à cette question que j'ai découvert ce qu'était le matching par similarité, c'est-à-dire ces systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de mettre en relation des préférences avec une base de données. Les systèmes qu'on utilise sur Tinder par exemple, ou qu'on utilise sur Netflix, pour vous recommander un film à partir de vos préférences. Et donc j'ai découvert l'intelligence artificielle vraiment en partant de la littérature. Ça m'a mené à travailler à Google Art et Culture. Vous connaissez Google Art et Culture? Bon, Google vous connaissez. Et Google Art et Culture, c'est une équipe à l'intérieur de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres auprès du MoMA, du Met, du musée d'Orsay, du musée de l'Ermitage. 8 millions d'œuvres. Et qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer du lien entre ces œuvres. Ce sont eux, par exemple, qui ont fait Art Selfie, c'est une application qui permet de prendre son selfie, et donc à partir de son visage, de trouver les portraits numérisés dans la collection qui vous ressemblent le plus, de trouver son sosie dans l'histoire de l'art. Donc ça, c'est un moyen original d'utiliser l'intelligence artificielle et ses capacités à trouver des similarités pour mener un nouveau public à s'intéresser à l'art. Donc c'est vraiment à partir de la pratique, du concret, de bases de données très visuelles, enfin de 8 millions de chefs-d'œuvre, que je me suis intéressée à l'intelligence artificielle et que après j'ai commencé à l'enseigner à HEC d'abord, puis à Sciences Po et plus récemment à l'écrire, c'est-à-dire à vouloir partager cette approche très concrète, très visuelle de l'intelligence artificielle par des histoires, des fables, des récits, des dialogues, pour la raconter plus que l'expliquer. Donc Fantasia, enfin, moi j'ai aimé le titre parce qu'en fait il y a à la fois la fantaisie, l'imaginaire, et puis en même temps, excusez-moi, j'ai pas la voix de Laura. Donc je dis que le titre, j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu dessus. Fantasia, c'est à la fois l'imaginaire, la fantaisie, et en même temps l'intelligence. Comment vous articulez un petit peu, pourquoi ce titre, pourquoi cette espèce de mix hybride un petit peu intérieur de ce titre? Oui, ben c'est bien sûr la fantaisie qui a guidé le choix des facettes de l'intelligence artificielle que j'ai voulu montrer.
parce que je pense qu'on va en reparler, mais l'intelligence artificielle touche à beaucoup de domaines. Elle est en train en ce moment de révolutionner la médecine, elle révolutionne le monde de la finance, je vous parlais tout à l'heure de ce qu'elle faisait dans le monde de l'art, elle touche à énormément de domaines. Et donc j'ai sélectionné quelques facettes que j'ai voulu partager, mais c'est pas une approche systématique. Donc il y a d'abord cette fantaisie qui a présidé au choix des thématiques. Et puis il y a un clin d'œil, est-ce que vous l'avez reconnu, un clin d'œil au Fantasia de Disney de 1940, parce qu'il y a la même exigence que Disney sur le fond. Disney a enregistré les plus grands titres de la musique classique avec l'orchestre de Philadelphie, je crois. Donc beaucoup d'exigences sur le fond, mais ce dont on se souvient, c'est les hippopotames en tutu. C'est Mickey Mouse et l'apprenti sorcier, les balais qui s'agitent. Et c'est la même approche. J'ai voulu faire les hippopotames en tutu de l'intelligence artificielle. C'est rendre accessible un sujet pour lequel je reste exigeante et qui est un sujet complexe. Est-ce que pour les personnes qui, comme moi, ne connaissaient vraiment rien à l'IA, vous pouvez donner une petite définition de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, à l'origine, en 1956, l'intelligence artificielle, c'est un champ scientifique, c'est un champ de recherche scientifique qui vise à comprendre les facultés humaines, donc la capacité de l'homme à analyser, à classer des informations, à générer du texte, et qui vise à simuler ces capacités humaines sur des machines. Mais en 1956, l'informatique en est à ses balbutiements, et donc on essaye de simuler les capacités à raisonner, à jouer aux échecs, par exemple, sur des machines. Rapidement, la science est devenue technologie. Quand l'informatique s'est développée, qu'il y a eu de nouveaux usages qui sont apparus. Et donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est les technologies d'intelligence artificielle qui, elles, sont très ambiguës. On utilise les mêmes technologies pour repérer des tumeurs sur des radiographies, donc pour faire avancer la médecine, que pour équiper des drones tueurs. On utilise les mêmes technologies pour détecter les spams, et donc éviter d'être noyé sous les spams, ou pour référencer des sites internet. Et donc l'IA se retrouve aujourd'hui dans énormément de domaines, et c'est pour ça que le terme fait peur, qu'il est difficile à comprendre, parce que ces applications concrètes sont très ambiguës, très variées, s'attachent à beaucoup de bases de données. Par comparaison avec l'informatique plus procédurale, l'intelligence artificielle va chercher des patterns dans une base de données, c'est-à-dire elle va chercher des motifs qui se répètent, la logique sous-jacente d'une base de données, qui peut être une base d'images, une base de chiffres ou de textes. Et elle va chercher cette logique sous-jacente pour pouvoir la reproduire, ce qui permet de classer des informations, de discriminer. Par exemple, elle est capable de repérer sur une image si on a un chat ou un chien, et ce qui permet de générer du texte. Une question pour vous. Quand est-ce que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour la dernière fois? Il y a un quart d'heure. Avec le portable. Exactement, on l'utilise en ce moment. Nous tous, on est en train d'utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est en ce moment ce qui optimise la batterie du portable. C'est en ce moment ce qui est en train de sécuriser nos comptes bancaires. C'est en ce moment ce qui nous évite d'être noyés sous les spams. C'est aussi ce qui structure la manière dont on reçoit l'information. On me disait tout à l'heure, moi l'intelligence artificielle, j'ai jamais utilisé. C'est là qu'on est le plus influençable. Parce que l'intelligence artificielle, c'est ce qui va faire le tri dans toute l'information qui est sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui va vous apporter l'information qui vous intéresse, mais donc aussi qui va orienter la manière dont on s'informe. Donc l'intelligence artificielle, on l'utilise déjà au quotidien, et c'était important pour moi de le raconter, de le montrer, parce que moins on en est conscient, plus on est influençable. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a lu le livre, que le monde ensuite se divise en deux catégories, les influenceurs et les influencés. Avec une catégorie, voilà, c'est intéressant de développer, au fait, qu'est-ce que c'est cette nouvelle catégorie, les influencés? Et surtout en 2024, puisque cette année, la moitié du monde, 4,1 milliards, je crois, de personnes,
ont été appelés à voter ou vont voter. Et donc en période d'élection, l'intelligence artificielle joue un rôle particulièrement important, puisque c'est des systèmes d'IA qui vont sélectionner l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux, celle qu'on voit en première page de Google, mais c'est aussi indirectement ce qui influence le travail des journalistes, puisque les journalistes, pour survivre, ont besoin d'être bien référencés, d'être sur la première page de Google, d'utiliser les bons mots-clés. Et donc ça va aussi influencer la manière dont eux vont prioriser l'information et la mettre en forme. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle des billets? Alors c'est une partie oui. Des billets, pas des... Alors c'est pas des billets verts, mais c'est... Des billets. Il y a beaucoup de biais qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et là, ce dont on parle, c'est ces effets pervers, notamment sur les réseaux sociaux, où l'IA a tendance à nous enfermer dans des bulles de filtre ou dans des chambres d'écho, c'est-à-dire à nous présenter du contenu avec lequel on va être préalablement d'accord, puisque le but d'un réseau social fonctionne grâce à la publicité. Et donc, grâce aux données que vous lui fournissez, aux informations sur ce que vous êtes susceptible d'acheter. Donc le but du réseau social, c'est que vous consommiez le plus de publicité, donc que vous restiez le plus longtemps possible sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, etc. Et donc pour que vous restiez plus longtemps, il va vous présenter de l'information qui vous plaît. Il ne va pas vous envoyer du contenu avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Et donc ça a tendance à nous enfermer dans une certaine vision du monde où on ne voit plus que des informations avec lesquelles on est préalablement d'accord. Alors c'est un petit peu plus fin que ça maintenant, bien sûr. Il y a aussi une part plus grande, notamment aux informations qui nous indignent, qui nous font réagir. Parce que la colère, c'est un des sentiments les plus puissants, et ça aussi, ça donne envie de rester sur les réseaux sociaux. Donc c'est un petit peu plus fin, mais globalement, ça reste des manipulations de l'information qu'on voit dans un but commercial pour qu'on reste sur les plateformes. Il y a un test tout simple qu'on peut faire, c'est simplement de regarder le fil Facebook de quelqu'un d'autre et de se rendre compte à quel point les visions du monde virtuel sont différentes. Même quand c'est quelqu'un avec qui on a grandi, qu'on connaît bien, on peut avoir des fils d'actualité qui sont différents. Et donc ça a tendance à nous enfermer et petit à petit à nous radicaliser dans des opinions où on ne va plus entendre, ou dans des communautés, mais où on ne va plus entendre que ce qu'on veut déjà entendre. Et c'est une forme d'influence. Et puis après, il y a les biais qui sont liés aux bases de données. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être entraînée sur des bases de données qui ne sont pas toujours constituées d'une manière très propre. Pour vous donner un exemple de biais, lorsque je travaillais sur Art Selfie, donc cette application qui permet de trouver son sosie dans l'histoire de l'art, eh bien on s'est rendu compte que les personnes de couleur avaient des matchs, des sosies qui étaient moins pertinents. Ça, c'est lié à la base de données. On l'avait sous les yeux, on ne s'en rendait pas compte, mais le portrait, c'est un art très occidental. Il y avait peu de portraits de gens de couleur. Ou alors, ça représentait des esclaves, des courtisanes, des matchs qui n'étaient pas très flatteurs. Et donc ça, c'est un des biais de l'intelligence artificielle, mais qui n'est pas un biais de la technologie elle-même, qui était un biais lié à la base de données. J'ai une question. Il faut en fait à peu près combien de critères pour arriver à faire le profil de quelqu'un? Alors, peu, très peu. Il y a une affaire célèbre qui a mis en lumière la facilité avec laquelle on peut profiler quelqu'un, c'est-à-dire savoir quelle va être sa tendance à voter pour ou contre un parti, par exemple. C'est l'affaire Cambridge Analytica. Est-ce que vous vous en souvenez? Cambridge Analytica, c'était une agence de communication qui a travaillé notamment dans le cadre du Brexit, de l'élection de Trump, et qui cherchait à identifier des profils de personnes qui allaient être plus influençables pour justement influencer leurs votes, donc en faveur du Brexit et en faveur de Trump. Et pour ça, il n'y avait pas besoin de connaître les personnes personnellement, individuellement.
Et il y a 2 critères qui étaient particulièrement marquants. Vous avez 120 data points, mais il y en a 2 qui étaient particulièrement marquants aux États-Unis. C'est est-ce que les gens possèdent ou non un animal de compagnie et est-ce qu'ils possèdent ou non une arme à feu aux États-Unis. Et à partir de ces 2 critères, on savait déjà beaucoup de choses sur la tendance politique des gens, sur le type d'argument qui allait pouvoir les faire changer et donc sur quelle information leur apporter pour qu'ils votent en faveur de Trump. Donc finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'informations, il n'y a même pas besoin de connaître votre nom pour vous connaître. Parce que toutes ces données dont on parle, en fait, c'est nous. Les données, c'est la géolocalisation, les données, c'est la navigation sur Internet, les recherches qu'on a faites, c'est notre visage. Lorsqu'on déverrouille son portable avec son visage, le visage est aussi une donnée. C'est l'historique des logs, donc des connexions. Ça peut être énormément de choses, la donnée, c'est tout ce qui est mesurable. Alors, vous dites aussi que finalement, l'IA, elle nous connaît presque mieux que nous-mêmes, dans le sens où notre biais à nous, c'est de souvent ne pas se rendre... Enfin, on n'a pas souvent conscience de nos défauts, de nos comportements, etc. Mais l'IA, par contre, elle va faire un portrait très très ciblé de ce qu'on est, sans se regarder, avec tous les filtres qu'on met à se regarder. Oui, alors est-ce que c'est le portrait le plus juste? Ça, on est les... Qui peut nous juger? Et ça, j'ai pas la réponse, mais par contre, l'IA a une mémoire infinie et donc est capable de faire le lien entre des bases de données gigantesques. Pour donner un exemple peut-être un peu plus léger, j'ai fait avec une amie une forme d'IA toute simple. Il y a quelques années, on n'aurait même pas appelé ça de l'IA, on aurait appelé ça des statistiques. C'est une petite chaîne de Markov, c'est un outil qui permet de générer une chaîne de mots, un groupe de mots, à partir du groupe de mots précédent. Et donc de retrouver, on l'a entraîné sur une base de données de mes textes, des romans que j'avais écrits, certains qui n'étaient pas publiés, et de trouver les régularités statistiques dans le texte. C'est-à-dire qu'après un article, il y a de fortes chances pour qu'on ait un substantif. Après un substantif, il y a de fortes chances qu'il y ait un verbe. Et donc on a cherché les régularités statistiques à partir de mes textes. Et on a généré du nouveau texte à partir de ça. Et j'avais l'impression de me voir, enfin de voir mon style, mais dans un miroir déformant. C'est-à-dire je voyais en effet des groupes de mots que j'aurais mis spontanément ensemble, mais qui ne voulaient rien dire. La phrase n'avait pas de sens. Mais en effet, je me suis rendu compte par exemple d'une chose. Quand on utilisait le mot « cils », eh bien, c'était toujours suivi de 2 jeunes filles. Je ne sais pas pourquoi, je m'en serais certainement pas rendu compte par moi-même. J'ai dû l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois dans tous mes textes. Mais comme je n'ai pas utilisé des cils noirs, des cils longs, des cils qu'on veut, j'avais utilisé cils de jeunes filles, eh bien, ça s'est retrouvé dans les générations de textes qu'on a fait. Donc ça nous apprend aussi des choses sur nous, parce que ça a cette capacité à gérer des bases de données gigantesques, beaucoup plus importante que ce que peut gérer la mémoire humaine. Alors à propos de mémoire, on pourrait dire que l'intelligence artificielle, c'est de la mémoire, une mémoire gigantesque, comme vous dites, et l'homme, lui, fonctionne sur le souvenir. Est-ce que ce point-là, puisque vous parlez d'écriture et de texte, est-ce que ce point-là ne fait peut-être pas la différence, justement, au niveau créatif, entre ce que peut faire l'IA et ce que l'homme, normalement, pourrait faire, j'espère qu'il se différenciera toujours par là de l'intelligence artificielle? C'est une différence fondamentale, parce que nous, on a un corps, contrairement aux intelligences artificielles. Et quand Proust écrit à la recherche du temps perdu, quand il écrit tous les souvenirs qui lui remontent à partir du goût de la madeleine trempée dans le thé, tout ça vient de souvenirs ancrés dans le corps, dans le goût, dans les odeurs. Ça, une IA ne l'aura jamais. Elle n'est pas capable de sélectionner cette information. Par contre, elle a une mémoire qui est presque infinie, elle est capable de gérer des bases de données qui vont être gigantesques. Mais pas de faire la requête. Il faudra que vous lui demandiez de chercher et que vous formuliez ce que vous cherchez de la bonne manière. Et c'est là toute la subtilité. On ne s'adresse pas à une intelligence artificielle de la même manière qu'on s'adresse à un humain qui a des sensations, qui a des souvenirs, qui a un corps,
qui a des sens. Et on ne peut pas imaginer qu'un jour on arrivera à coder les sens? Alors, on peut l'imaginer, et ça c'est une immense question. On sait déjà repérer, par exemple, des émotions dans un texte. Parce que les émotions dans un texte se manifestent à partir de mots et de la manière dont ces mots sont groupés. Donc, obéissent à un pattern, obéissent à une certaine forme de régularité. Donc ça, on sait le faire. On sait même imiter des émotions. Si vous avez essayé ChatGPT, vous pouvez lui demander, donc qui est une IA générative, vous pouvez lui demander de générer un texte joyeux, de générer un texte triste. Ça ne veut pas dire que l'IA ressent ces émotions, c'est dire qu'elle imite la logique qui, à nous permet de repérer dans un texte ces émotions. Mais le jour, mettons, et il y a souvent, enfin régulièrement, il y a des articles d'ingénieurs de Google qui prétendent que leurs IA sont devenues sentientes ou conscientes. Et finalement, si une IA était capable de ressentir des émotions, comment est-ce qu'on le saurait? Et ça nous mène même à questionner l'humain. Comment est-ce que je sais que vous ressentez des émotions et que vous n'êtes pas des androïdes perfectionnés qui imitaient les émotions? Comment est-ce qu'on pourrait le savoir? Et donc, à ça, on n'a pas la réponse, puisque la pensée est très individuelle et ne s'exprime qu'à travers le langage, à travers les images, à travers les expressions. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'expression? Ça, pour l'instant, on ne sait pas le partager. Enfin, certains scientifiques vous diraient ça peut se modéliser à partir des influx nerveux dans le cerveau, etc. Mais déjà, on n'en est pas là, même pour la compréhension du cerveau humain. Et ensuite, c'est vraiment pas dit qu'on arrive, même si on arrivait à le comprendre chez l'humain, à le reproduire dans des machines. Mais la question reste ouverte. Alors, du point de vue du résultat, enfin, moi j'ai un fils qui, donc, sachant que j'allais un petit peu discuter ce soir sur ce sujet, qui a partagé avec moi une application qui permet en fait, il suffit de donner pratiquement 2 mots à la machine et vous obtenez une chanson. C'est-à-dire que... Sudo ? Ouais, c'est ça. Donc les 2 mots, c'était une souris verte qui courait dans l'herbe, et le deuxième mot, c'était rap. Et franchement, la machine a sorti une vraie chanson rappée de cette petite chanson qu'on connaît tous, et c'était juste complètement effrayant. Moi, j'ai trouvé ça... D'abord, c'est effrayant, pourquoi? Parce que, justement, de ce que vous disiez, Laura, c'est qu'on ne peut pas savoir que c'est une machine qui l'a fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va... Le résultat, bien sûr que... Le résultat fait qu'on ne peut pas savoir, en fait. C'est ça qui est un peu troublant. Mais parce que c'est pas entièrement une machine qui l'a fait. C'est une machine qui a été entraînée sur une base de données qui, elle, est constituée de textes qui ont été faits par des humains. Et donc, elle se pose la question, et elle se pose aussi du point de vue de la propriété intellectuelle après, enfin, il y a de nombreux enjeux derrière, mais se pose la question de quel est le rôle de l'IA lorsqu'elle est entraînée sur des bases de données qui ont été faites par des humains. Est-ce qu'on peut entendre la souris verte en rap? Moi, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas très techno, mais mon fils pourra vous envoyer le lien. C'est pas moi qui ai proposé les deux mots. C'est drôle, hein. C'est vraiment drôle. Envoyé à Valérie. Il était pas mal. Alors, en fait, donc je pense qu'on peut s'imaginer un petit peu les bienfaits que pourrait apporter l'intelligence artificielle. Alors, quand on lit d'autres livres que le vôtre, comme voilà, des choses sur ChatGPT, etc., on se dit, oulala, c'est un outil vraiment fantastique, c'est vertigineux. Mais en fait, et votre livre est un peu un lanceur d'alerte dans ce sens-là, on s'aperçoit que ça peut être aussi très dangereux. Mais je crois que vertigineux, c'est le mot, parce qu'en effet, l'intelligence artificielle est capable du meilleur comme du pire. C'est une technologie qui, aujourd'hui, a déjà permis de faire des découvertes fantastiques en biologie, en médecine, a permis de découvrir un nombre incalculable de nouvelles molécules qui pourront être utilisées en pharmacie. Elle est capable de choses formidables.
elle est aussi capable du pire, de répandre la désinformation, de nous enfermer dans des bulles de filtre. Et je ne voulais pas être naïve sur l'intelligence artificielle, je ne voulais pas non plus la fuir, parce que de toute façon, on ne le peut pas. C'est des technologies qu'on utilise déjà au quotidien. Et voilà, je remercie ma grand-mère, par exemple, d'être venue. Mamie, tu n'as pas de boîte mail, par exemple. Je ne crois pas. Et pourtant, tu vois, tu utilises l'intelligence artificielle. Parce que l'information que tu reçois, c'est une information qui est déjà orientée par ces systèmes de référencement, par les systèmes de curation de contenu, c'est-à-dire de comment sélectionner le contenu qui va t'intéresser, qui va te plaire, avec lequel tu vas interagir. Et donc, même sans avoir de boîte mail, tu es déjà influencé, comme on l'est tous, par l'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour ça que je voulais la montrer, sans donner une opinion, sans fuir l'IA. On ne peut pas, on en fait tous partie. Sans non plus être d'un optimisme naïf, parce qu'il y a énormément de menaces, de dangers, surtout en période électorale, de dangers pour l'information, de dangers pour la liberté individuelle, de dangers pour l'éducation aussi. Et donc c'est ambigu, c'est fascinant. Ça nous force à nous reposer plein de vieilles questions qui semblaient poussiéreuses jusqu'à récemment. Toutes ces vieilles questions qu'on avait oublié de se poser sur quel est le propre de l'homme. Par exemple, ça sonne très philosophie antique, parce qu'il y a encore quelques années, quand on se demandait quel est le propre de l'homme, c'est quel est le propre de l'homme face à l'animal. Aujourd'hui, on peut se dire quel est le propre de l'homme face à des machines qui sont capables de générer du texte qui nous fait ressentir des émotions. On peut se demander quel est le rôle du travail. Qu'est-ce qu'on veut comme travail quand on peut automatiser la majeure partie des tâches et qu'on le pourra d'autant plus dans les années qui viennent. Et donc toutes ces vieilles questions retrouvent leur actualité aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant dans ces technologies, c'est qu'elles nous forcent à nous reposer toutes ces vieilles questions. Et à nous demander finalement non seulement qu'est-ce que ça veut dire être humain, mais qu'est-ce qu'on veut que ça dise. Alors Laura, c'est quoi être humain ? Déjà, ça, évidemment, je ne pourrais pas le définir, mais je pense qu'on a tous une idée déjà de ce que c'est être inhumain. Parce que c'est assez paradoxal finalement, les machines ne peuvent pas être inhumaines, il n'y a que les hommes qui sont capables d'inhumanité. Certains drones. Programmés par des humains, oui. Et donc, je pense qu'en tout cas, l'humanité, c'est aussi cette capacité auto-réflexive, cette capacité à se poser ces questions et à ne pas les prendre pour acquises. À vraiment se demander, comme on le faisait tout à l'heure, se demander, mais si ce texte me fait ressentir des émotions, même s'il a été généré par une machine, est-ce qu'il est moins légitime ? Est-ce que si maintenant je pouvais avoir la Joconde générée par une IA, mais identique au pixel près à la Joconde qui est au Louvre, est-ce que ça changerait quelque chose à sa valeur pour moi ? Qu'est-ce que je veux faire comme travail demain si une intelligence artificielle peut faire les tâches que je fais aujourd'hui au quotidien ? Enfin, elle nous force en tout cas à nous poser toutes ces questions. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu les incarner, ces questions, à travers des personnages, à travers des dialogues dans Fantasia. Je voulais juste savoir quand est-ce que vous voulez qu'on commence les questions, si vous voulez qu'on continue un petit peu à... Dès que je commence à vous saouler, on peut passer aux questions, ça vous me dites. Non, est-ce qu'on pourrait revenir sur certains aspects quand même assez surprenants, enfin, moi, je ne connaissais pas du tout, sur par exemple cette espèce de prolétariat du net. Alors là, c'était complètement inconnu pour moi et ça se passe au Kenya, donc je vous laisse expliquer. Oui, ça, on ne s'en doute pas quand on utilise Google. Et pourtant, il y a encore une grande part humaine dans les intelligences artificielles. Alors là, on commence à en parler parce qu'il y a eu un scandale la semaine dernière avec Amazon. Est-ce que vous avez entendu parler de Amazon Checkout ? Non, c'est parce que c'est un test qui a été fait aux États-Unis. Et Amazon, depuis 1 an, testait des magasins où on ne passe pas à la caisse. On met les produits directement dans le panier, ils sont automatiquement enregistrés, débités du compte Amazon,
et on peut juste les mettre dans le panier, les mettre dans son coffre, partir. Et donc, ils prétendaient qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle pour reconnaître quels étaient les produits et que vous n'ayez pas à les scanner. Il se trouve qu'ils avaient embauché 1 millier d'Indiens qui faisaient manuellement la reconnaissance de ces produits dans leurs magasins test. C'est tout à fait possible d'utiliser l'intelligence artificielle pour repérer des produits. Seulement, c'était moins cher, comme il s'agissait d'un prototype, c'était moins cher d'utiliser des petites mains. L'exemple que je donnais dans le livre, c'est celui qui fait l'objet en ce moment d'un procès entre OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a créé ChatGPT, Facebook et Samasource, qui est leur sous-traitant au Kenya, puisqu'ils utilisaient des petites mains sur des personnes vulnérables qui sont payées rien, mais en même temps, pour les bidonvilles de Nairobi, c'est quand même quelque chose, et donc ils prétendent avoir un impact social. Et c'est aussi toute l'ambiguïté de la chose. Enfin, qu'ils sont payés 9 $ la journée pour passer leur journée à identifier des lampadaires sur des images qui vont servir à entraîner les intelligences artificielles qui sont dans les voitures autonomes, qui vont être conduites dans la Silicon Valley. Sous des lampadaires qu'eux ne verront jamais. C'est des gens qui passent leur journée à identifier des sacs Vuitton, des sacs Gucci, dont ils ne pourront jamais se payer le quart de la moitié. Et donc, ça pose aussi des questions sur la valeur des données, toute cette économie de la donnée. Et au-delà de ça, toutes ces petites mains, nous, on en fait partie. Lorsqu'on utilise Google Maps, on donne gratuitement à Google des données sur notre géolocalisation, sur ce qui nous intéresse, sur nos trajets. Lorsqu'on remplit un CAPTCHA, vous savez, quand l'ordinateur vous demande d'identifier les vélos sur cette image, on contribue à entraîner ces mêmes modèles qui vont être après utilisés pour les voitures autonomes. Donc finalement, nous aussi, on produit en permanence de la donnée pour laquelle on n'est pas rémunéré. Alors certes, on peut utiliser Google Maps gratuitement, mais vous connaissez l'adage, quand c'est gratuit, c'est nous le produit. On peut l'utiliser gratuitement et ça aussi, ça a une valeur, mais nos données, après, perdent de leur valeur. Toute notre navigation sur Internet, aujourd'hui, l'Union européenne a fait un règlement qui fait qu'on doit vous demander votre autorisation, mais ça ne change pas l'utilisation qui en est faite. Tous les cookies, c'est toutes les miettes que vous laissez de navigation qui indiquent ce que vous avez regardé comme site, le temps que vous avez passé sur chaque page, quelles sont vos préférences, quelle page vous a mené à quelle autre, etc. Et donc, quelles pourraient être les publicités qui auront le plus d'impact sur vous. Tout ça, ça a une valeur économique qui profite essentiellement aux oligopoles de la Silicon Valley, aux GAFAM, qui ont un rôle économique majeur et tellement important qu'aujourd'hui, ça devient un rôle politique. Le chiffre d'affaires de Google est supérieur au PIB de l'Algérie. Ça lui donne aussi un rôle politique. Les décisions que prend Google pour classer des sites sur sa première page jouent un rôle dans l'organisation des sociétés. Alors, on sait que le président Biden est assez occupé en ce moment, pour différentes raisons, mais j'ai entendu dire qu'il prenait quand même le temps 3 fois par semaine de faire une réunion pour s'entretenir du problème de l'IA. Donc on a vraiment l'impression que les autocraties, elles se profitent bien de l'IA, mais on a vraiment l'impression que les démocraties sont un peu dépassées par le phénomène parce qu'il est exponentiel. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense déjà que c'est un domaine qui se développe extrêmement vite. C'est vertigineux. Il y a des nouveaux papiers de recherche qui sortent chaque semaine sur l'intelligence artificielle. Ça demande beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul qui sont concentrées dans les mains de quelques acteurs privés. Et ça, c'est un problème qu'il y ait aussi peu de grands acteurs publics dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs d'acteurs privés qui sont très majoritairement dans la Silicon Valley, aux États-Unis, et donc
qui propage aussi une idéologie. Il n'y a qu'à voir les filtres qui sont utilisés sur ChatGPT, une idéologie néolibérale issue de la Silicon Valley. Et puis ensuite que les citoyens ne sont pas forcément au courant déjà de la valeur des données. Avant même de parler du fonctionnement des intelligences artificielles, déjà de la valeur de tout ce qu'on donne en permanence. Et ça crée un climat de méfiance qui n'est pas au bénéfice de la démocratie, qu'on ne peut plus croire l'information qu'on voit en ligne et l'information qu'on reçoit. Une des questions qui revient le plus quand je donne des conférences sur l'intelligence artificielle, c'est il y a toujours quelqu'un dans la salle qui lève la main et qui me dit moi je suis sûre que Google nous écoute parce que hier j'étais en train de parler on m'a dit la dernière fois, j'étais en train de parler du train Pokémon au Japon. Et aujourd'hui, je vois une publicité pour le train Pokémon au Japon. Je suis sûre que Google m'écoute. La réponse est peut-être encore plus terrifiante. Non, Google ne vous écoute pas, sauf si vous êtes suivi par Interpol. Mais sinon, Google ne vous écoute pas, mais n'a pas besoin de vous écouter pour savoir ce qui vous intéresse. À partir de vos cercles d'amis, de votre historique de navigation, de vos préférences, des sites sur lesquels vous êtes allé, des mails que vous recevez, on sait déjà si vous êtes intéressé ou non par le train Pokémon. Il n'y a pas besoin d'écouter ce que vous dites pour ça. Et ça, oui, c'est un danger pour la démocratie quand ça tombe entre de mauvaises mains. Aussi, il y a un concept qui m'a interpellée, parce que nous, on a plutôt l'habitude du concept de l'unité, mais là apparaît un nouveau concept qui s'appelle la singularité, avec un grand S. Donc voilà, je voulais un petit peu vous en parler. Alors la singularité, ça c'est un concept intéressant qui a encore des allures de science-fiction. La singularité, c'est le nom qu'on a donné au moment hypothétique, je vous rassure, où on aurait créé une intelligence qui serait elle-même capable de créer d'autres intelligences qui nous seraient inaccessibles. C'est cette idée que, et c'est difficile à exprimer en français, que nous ne sommes pas câblés pour comprendre des formes d'intelligence qui pourraient nous dépasser. Donc la singularité, c'est ce moment où on aurait créé nous-mêmes quelque chose qui nous dépasserait. C'est le moment où la machine prendrait le pas sur l'homme. Et donc c'est un concept qui a fait florès toujours dans la Silicon Valley, dans la science-fiction, et qui préoccupe de plus en plus, à l'heure où on commence à avoir des interfaces homme-machine, c'est-à-dire des appareils qui sont capables d'analyser les flux électriques dans le cerveau pour nous permettre de manipuler, bon pour l'instant c'est des cubes sur des écrans, mais ça va probablement se développer, de manipuler des choses par la pensée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça ? Au moins, on est obligé de se poser la question, déjà, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société ? Qu'est-ce qu'on veut comme humanité ? Qu'est-ce qui est le plus important à conserver ? Est-ce qu'on veut se lancer dans une course à la productivité avec l'IA ? Celle-là, elle est perdue d'avance. Est-ce qu'on veut se lancer dans une course à l'humanité ? Et qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc déjà, on est obligé de se poser la question. Mais je pense que la toute première étape, et pour nous tous, c'est déjà de se rendre compte des intelligences artificielles qu'on utilise au quotidien. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu les raconter, sans faire peur, sans non plus les louer, mais juste les montrer, qu'on puisse se projeter. C'est ensuite de développer l'esprit critique, mais on ne développe pas l'esprit critique à l'heure de l'intelligence artificielle de la même manière qu'avant. Déjà, donc faites ce test tout simple, vraiment d'aller voir le fil d'actualité de vos enfants, de gens qui ont grandi avec vous, dans le même milieu, et pourtant vous verrez à quel point la vision du monde, les centres d'intérêt peuvent être différents. C'est de faire aussi cet effort de chercher différentes sources d'informations, de ne pas rester dans sa bulle de filtre. C'est de retourner, de varier entre le virtuel et le papier, qui force à être dans un temps plus long, qui force à lire des choses avec lesquelles on ne sera pas d'accord, parce que bon, statistiquement, il y a peu de chances que vous soyez d'accord avec les 305 pages de Fantasia. Mais se forcer à lire des choses avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord, ou qui ne sont pas toujours
au sommet de nos priorités, c'est aussi affiner ses préférences et affiner son choix, ce qu'on ne fait plus à l'heure des recommandations et du matching par similarité. Donc c'est de se rendre compte de la place qu'elle y a et de développer l'esprit critique en se confrontant à ce qui ne nous aurait pas naturellement plu, de fuir la recommandation automatisée pour chercher ses propres recommandations. Est-ce qu'on ne peut pas la tromper, cette IA ? Ah, si, et d'ailleurs les IA sont très fortes pour se tromper elles-mêmes, les unes les autres. Un des modèles d'IA, donc il y a plusieurs formes d'intelligence artificielle, et ça je l'évoque dans la première partie, les différents modèles, comment est-ce qu'on entraîne une intelligence artificielle, comment est-ce qu'on l'entraîne de manière supervisée, de manière non supervisée. Et donc il y a un des modèles qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, qui s'appelle les GAN. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose ? On dirait presque le nom d'une tribu d'Israël, les GAN. GAN, c'est pour, en anglais, Generative Adversarial Network. C'est des réseaux qui fonctionnent en deux parties. Une partie qui va générer des images et une partie qui va les discriminer. C'est-à-dire une partie qui génère toutes sortes d'images et une autre partie qui va dire oui, ça correspond à ce qu'on recherche ou pas, qui va faire le tri. Et donc l'IA est très forte finalement pour se tromper elle-même, pour générer plein de choses et dire non, là tu t'es trompé, là c'était pas ce qu'on cherchait, là ça rentre pas dans le style qu'on veut obtenir, par exemple. Il y a un exemple célèbre, c'est le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui a réussi à faire passer dans les tests de sécurité à l'aéroport une tortue pour des carabines. Parce qu'en fait, ils avaient détourné le système de reconnaissance d'image. En l'occurrence, c'était tout simple, ils avaient imprimé des mini-carabines sur la carapace de la tortue, qui était impossible à voir pour un humain, mais la machine reconnaissait le pattern, reconnaissait le motif. Bon, là, c'est un cas simple. Il y a des cas plus complexes, mais qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. Tromper les IA, c'est... vous avez peut-être vu quand il y avait les manifestations à Hong Kong, au moment du Covid, les gens qui faisaient des maquillages étranges, déstructurés, c'est des moyens de tromper les systèmes de reconnaissance faciale qui sont embarqués dans les caméras chinoises, par exemple. Donc oui, c'est possible de tromper les IA, et les IA elles-mêmes sont très fortes pour se tromper les unes les autres. Et des fois, elles se trompent même toutes seules. Vous avez plusieurs exemples, dont certains sont dramatiques, mais malheureusement amusants, où l'IA se trompe. Ah oui. Il y a un concours, je crois. Oui, ça c'est le chapitre central de Fantasia, c'est le plus léger. C'est les Silly Valley Awards. Des anecdotes où des gens ont frôlé la mort à cause de l'intelligence artificielle. Évidemment, c'est les morts les plus absurdes qui sont liées à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, le plus souvent à son utilisation, plus qu'à l'IA elle-même. Et moi, c'est ce que je trouve le plus révélateur. Enfin, de même que la médecine avance grâce aux maladies, grâce à ce qui ne marche pas, eh bien, on comprend mieux l'IA quand ça se trompe, quand ça produit des résultats auxquels on ne se serait pas attendu. Un exemple très célèbre, qui d'ailleurs est une rumeur urbaine, mais il est révélateur, c'est une IA qui avait été développée par l'armée américaine pour repérer des modèles de chars, de tanks, et donc qui a été entraînée sur plusieurs modèles de tanks, de sorte à ce que lorsqu'on lui présente un nouveau tank, elle est capable de dire à quelle catégorie il appartient. Et seulement, elle avait été entraînée sur des images satellites. Et donc, dès qu'on lui présentait des tanks par temps mauvais, par temps pluvieux, par temps nuageux, elle ne reconnaissait plus rien. Parce que comme elle avait été entraînée sur des images satellites, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas y avoir de nuages. Et donc, lorsqu'il y avait un temps pluvieux, aucun danger. Lorsqu'il faisait beau temps, là, elle reconnaissait quel était le tank. Évidemment, elle n'avait pas été programmée pour ça, c'est un biais de l'intelligence artificielle, enfin en l'occurrence de sa base de données qui était incomplète, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Alors pour reprendre aussi un petit peu l'adage de Rabelais, enfin, en référence au roi Salomon, à la sagesse du roi Salomon, qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que l'IA peut
détruire ou sauver le monde? Je crois que tout est dans le peu. Oui, elle peut détruire le monde, elle peut sauver le monde, comme beaucoup de choses. Elle n'a rien inventé, par contre, l'IA. Elle a donné plus d'ampleur à des choses qui existaient déjà. La propagande, ça existait avant l'intelligence artificielle. Les bulles de filtre et la capacité humaine à s'enfermer dans des communautés où on n'entend plus que ce qu'on veut bien entendre, ça existait déjà auparavant. La capacité à sélectionner des informations, par exemple des musiques, pour ne plus écouter que ce qu'on aime préalablement et ne jamais être confronté à de la nouveauté, ça existait déjà. Seulement l'IA va lui donner une nouvelle ampleur, va lui donner beaucoup plus d'ampleur et surtout les rendre plus opaques, plus hypocrites. On s'en rend moins compte. Et c'est pour ça que pour moi le principal danger de l'IA, c'est pas l'IA elle-même, c'est pas les modèles qu'on utilise, c'est même pas les bases de données, c'est d'abord cette inconscience dans laquelle on vit des intelligences artificielles qu'on utilise déjà au quotidien. Que ce soit les IA les plus innocentes, celles qui repèrent les yeux rouges sur les photos. Vous avez remarqué que depuis 10 ans, il n'y a plus d'yeux rouges sur les photos. Et que ça demande quand même une capacité assez impressionnante de l'IA pour reconnaître où sont les yeux dans un visage, et où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce que c'est que des yeux rouges, etc. Donc que ce soit des IA aussi innocentes que celles-là, ou les IA qui vont reconnaître des visages dans les drones automatisés, dans les drones tueurs. Donc l'IA en soi, c'est pas le principal danger, c'est beaucoup plus l'inconscience dans laquelle on vit, de toutes ces IA qui, quelque part, nous manipulent, puisqu'elles influencent l'information, les opinions auxquelles on est confronté. Je dirais que, en fait, quand on a l'impression que quand on a un peu regardé le problème, finalement, le fond des problèmes humains, surtout le début du livre est très intéressant parce que il y a plusieurs endroits qui sont très intéressants parce que vous le rattachez en fait à une histoire. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas directement à lire, il s'est passé plein de choses, même il y a plusieurs centaines d'années, qui étaient déjà de l'intelligence artificielle en petit. Donc en fait, l'homme, il est confronté un peu toujours à la même chose, sauf que là, ça prend des dimensions tellement énormes que peut-être, alors là, il y a vraiment un changement parce que la dimension est énorme, mais c'est toujours finalement, quand vous parlez de la rhétorique, vous parlez de tout ça, c'est des choses qui ont toujours existé. C'est déjà dans le mot intelligence artificielle. À l'origine, l'idée c'était de simuler les capacités humaines, de mieux les comprendre en les imitant sur un ordinateur. Et c'est pour ça que les premières IA identifiées comme telles ont été sur des jeux. Parce que ça, c'est une capacité humaine dans un domaine limité. On sait quand on gagne, quand on perd. C'est fascinant de voir l'évolution qu'il y a eu depuis Deep Blue en 1997. Vous vous souvenez de Deep Blue par IBM qui a battu Kasparov, de voir l'évolution jusqu'aux modèles les plus récents. Vous avez des vidéos sur YouTube où vous voyez Mu-Zero, donc l'un des modèles de DeepMind, qui s'entraîne à jouer au jeu Atari. Et alors vous le voyez jouer d'abord à Space Invaders. Vous voyez de quoi il s'agit. Bon, enfin bref, détruire des briques avec une balle. Et au début, on ne lui a rien donné comme information. Il ne sait pas, l'IA ne sait pas jouer au jeu. La seule règle qu'on lui a donnée, c'est maximiser le score. Donc au début, évidemment, il est très maladroit. La balle tombe tout le temps, c'est très mauvais. Puis petit à petit, ça s'affine, devient meilleur pour bouger le curseur et détruire les briques. Et puis au bout d'un moment, au bout de 2 heures d'entraînement, je crois, avec cette unique règle de maximiser le score, sans savoir ce qu'est une brique, sans savoir ce qu'est une balle, sans savoir ce qu'est un curseur, au bout d'un moment, on repère comme une stratégie où on voit la balle qui vient se loger entre le cadre et les briques et qui finit par détruire les briques toute seule. Et puisque la balle rebondit contre le bord de l'écran, évidemment, personne n'a enseigné cette stratégie à l'IA. Elle l'a appris, et je suis désolée pour l'anthropomorphisme de « elle l'a appris », mais on n'a pas de genre neutre en français. Et donc, elle l'a appris toute seule avec cette unique règle, maximiser le score. Et donc, on voit aussi toute l'évolution, toute la finesse avec laquelle on va simuler cette capacité humaine à apprendre, à jouer.
et à détruire des briques sur un écran. Voilà, mais je crois que vous remontez même encore plus loin, parce que quand vous parlez du golem, par exemple, c'est très intéressant avec... c'est un premier prototype, en fait. Oui, parce que là, on a donné 2 définitions de l'IA. On a dit c'est un champ de recherche scientifique qui imite les capacités humaines. On a dit c'est un ensemble de technologies qui va chercher des logiques sous-jacentes à une base de données. On a oublié une définition de l'IA, c'est aussi un imaginaire. Terminator, HAL 9000, Her, ça fait aussi partie de cet imaginaire de l'intelligence artificielle. Et le golem, c'est un vieux rêve de l'humanité, de pouvoir automatiser les tâches. Et c'est pas innocent si le golem, on le tue en ajoutant la lettre, en écrivant émettre la mort sur son front. Parce que la mort, c'est finalement ce qui nous permet d'apprendre. C'est ce qui nous permet, nous, d'avoir, en tant qu'humains, une finitude, une base de données, quelque part, pour parler en termes plus technologiques, qui n'est pas infinie. Et donc qui nous force à faire une sélection. C'est parce qu'on meurt, c'est parce qu'on vieillit qu'on a des sens et donc des souvenirs. Un corps qui vieillit, mais qui nous relie au monde. Et donc, c'est un très vieux rêve de l'humanité de se séparer de ça et d'arriver à avoir une mémoire infinie, mais une mémoire qui est coupée des sens, du corps, et donc du vieillissement et de la mort. Bon, moi j'ai fini mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez aborder mais j'espère que vous avez des questions aussi. D'abord, merci beaucoup, parce que non seulement, Laura, vous avez la voix claire et l'esprit très clair. Donc, on comprend vraiment chaque chose. Et puis, merci beaucoup à nos intervenants, parce que je trouve vos interventions, c'est pas toujours le cas, sont chaque fois pertinentes, courtes et relances. Donc, bravo, parce que c'est rare d'entendre ça. Je vais vous dire. Juste quelques petites remarques. D'abord, bravo, parce que vous auriez pu créer un chat GPT originel, primitif, dans votre expérience par rapport à vos romans. Vous n'en avez pas fait, vous n'êtes pas du tout intéressé financièrement par rapport aux autres. C'est rigolo. Donc, ce que je voulais dire, une petite remarque par rapport... on a parlé de beaucoup de choses, d'imagination et tout, mais il y a aussi la notion de beauté. C'est-à-dire cet élément extrêmement personnel. Qu'est-ce qu'on trouve beau ? Et ça, on a l'impression que la notion de beauté, je reviens à l'idée d'une toile ou d'une œuvre d'art. Il y a des personnes qui ont trouvé ça beau et d'autres pas beau du tout. La manière dont parfois on est très frappé par la beauté de quelque chose, alors que quand on visite un musée, ben, il y a des gens qui passent devant et c'est très personnel. Donc ça peut être un élément de réflexion. Je trouve aussi, je pense que ça donne très envie de lire votre livre, bien sûr, mais par rapport à la notion des démocraties et des autocraties. C'est-à-dire ce que l'homme fait de l'intelligence artificielle. Et là, ça fait très très peur. Hein, parce qu'on a deux mondes qui vont s'affronter. Les démocraties, ce qu'elles vont faire de l'intelligence artificielle, et les non-démocraties, ou les autocraties, ce qu'elles en font. Et toute dernière question, finalement, qu'est-ce que font ces théoriciens de l'homme augmenté, dont on a beaucoup parlé il y a quelques années, hein, il y avait même des mouvements presque politiques, aux États-Unis en particulier, dans certains pays d'Asie, parce que là, ça leur donne un argument, hein, on implante une puce d'intelligence artificielle et l'homme va vraiment être augmenté en termes de mémoire. Mais je voudrais terminer par une question personnelle. Vous avez parlé d'Instagram, Facebook, TikTok, et vous nous avez demandé, pas dit, on est tous naïfs, hein, effectivement, par rapport à ce qui se passe. Vous, personnellement, vous avez installé Instagram, Facebook et TikTok. Est-ce que vous l'utilisez à titre personnel ? Vous avez un degré de connaissance infiniment supérieur au nôtre. Bon, un peu beaucoup de questions, mais je suis sûr que vous allez réussir à les... Alors, plus que des questions, c'est des thématiques qui sont ouvertes. Alors, sur la beauté, c'est une thématique beaucoup trop large pour qu'on y réponde ce soir. Mais le fait que la beauté soit subjective, déjà, ça ne va pas de soi. Déjà, il y a des gens qui vous diront, Baudelaire vous dira je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Est-ce que la beauté, c'est pas l'harmonie, c'est pas quelque chose qu'on pourrait théoriser et mesurer? Donc déjà, c'est pas évident. Mais en effet, l'IA nous force à nous reposer cette question à l'heure où on peut personnaliser tout ce qu'on voit.
j'ai demandé à mes étudiants à HEC ce qu'ils pensaient de la localisation des textes. Aujourd'hui, on a la capacité de faire un Harry Potter LGBTQ, par exemple. Est-ce qu'ils voudraient avoir un Harry Potter LGBT? Est-ce qu'ils voudraient avoir un Harry Potter qui se passe au Japon? Est-ce qu'ils voudraient modifier une œuvre pour la personnaliser? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut générer le tube des Beatles que les Beatles n'ont jamais enregistré. Et j'étais très surprise de voir que très majoritairement, ils étaient pour. Ils étaient pour la personnalisation de l'art. Évidemment, en tant qu'écrivain, ça va contre la liberté de l'écrivain qui propose quelque chose et qui ne va pas le personnaliser pour chacun, puisque c'est une proposition artistique qu'on fait. J'étais très surprise, peut-être que le fait que ce soit des étudiants jeunes, ils ont la vingtaine, ils sont très internationaux à HEC, ça a peut-être joué, mais j'ai l'impression que de plus en plus, des générations qui ont grandi avec les intelligences artificielles verront plus la limite et vont être de plus en plus encouragées à personnaliser. Parce que lorsque les musiques qu'on a aimées dans son enfance, on les a découvertes grâce aux suggestions de Spotify, c'est-à-dire à partir de nos propres préférences, on est dans un écho nombriliste, un écho de soi-même constamment. Et donc, je me demande si ce n'est pas des éléments qui jouent aussi dans la manière dont on construit ses goûts. Je n'irai pas jusqu'à parler de beauté, mais en tout cas, dont on construit ses préférences. Ça, c'est pour la thématique de la beauté. Il y a celle de l'autocratie. On a fait le grand écart. Il y a beaucoup... C'est très possible que j'oublie des questions, vous me les rappellerez. Sur la question des autocraties, oui. Il y a 2 autocraties qui ont des programmes aujourd'hui quand même très avancés dans le domaine de l'IA, c'est la Russie et la Chine, pour le dire rapidement, et avec des stratégies diplomatiques évidemment opaques, hein, c'est pas des choses qu'on révèle au grand jour, mais qui visent à profiler, il semblerait, essentiellement les personnes qui vont être le plus fragiles psychologiquement. Donc c'est même pas ciblé quels sont les types d'arguments qui pourraient vous faire passer d'un argument à un autre, c'est quels sont les meilleurs ambassadeurs d'une propagande russe aux États-Unis, par exemple. Enfin, c'est le cas qu'on voit en ce moment. Et donc cibler parmi les Américains lesquels seraient les meilleurs relais de communication pour la propagande russe. En termes militaires, on entre dans un nouveau monde. C'est d'avoir des espions volontaires dans le pays ennemi. Enfin, ça force à complètement repenser ce qu'est une frontière, parce que lorsqu'on est dans le domaine virtuel, il n'y a plus réellement de frontières nationales. Il y a toujours les barrières de la langue. En plus, particulièrement pour la Russie et la Chine, ils sont dans des espaces relativement protégés. Mais bon, quand on sait qu'un tiers des Chinois ont accès à un VPN, c'est-à-dire un moyen de se connecter depuis des serveurs étrangers, on se pose quand même la question de ce que signifient des frontières dans le cyberespace. Donc oui, il y a un usage qui est fait par les autocraties de l'intelligence artificielle, parce que c'était évidemment une arme dont ils allaient s'emparer, et dont les démocraties s'emparent moins bien, déjà parce que les démocraties repose sur le peuple, sur la volonté, souveraineté des citoyens, et que les citoyens ont du mal aujourd'hui à repérer ce que c'est que l'intelligence artificielle qui peut prendre tellement de formes, parce qu'elle va s'adresser à des bases de données tellement différentes. D'où l'intérêt pour moi de le raconter. C'est une réponse évidemment insuffisante, mais déjà nécessaire. Et on a parlé des autocraties. J'essaye de me rappeler quelle était la troisième thématique. Moi, personnellement. Eh bien, personnellement, et c'est vrai que j'ai souvent dit vous, j'aurais dû dire nous, on fait tous partie de ces systèmes. Je ne pense pas que la réponse soit de les fuir, et je ne pense même pas que ça soit possible aujourd'hui. Si on a probablement tous un compte bancaire, il est sécurisé par intelligence artificielle. Lorsqu'on déverrouille le portable, pour ceux qui ont des iPhones, vous utilisez certainement Face ID, donc un système de reconnaissance faciale. Dans les caméras de surveillance, il peut arriver,
pour les plus perfectionnés, qu'il y ait des systèmes de reconnaissance faciale. Les systèmes de lutte contre la fraude vont utiliser des systèmes d'IA. Donc, de toute façon, je pense que la fuir, de toute façon pas possible. Moi, j'utilise les réseaux sociaux en essayant d'être consciente que je ne vois qu'une partie du monde dessus. Je ne vois qu'une partie de ce qui se passe, comme ça a toujours été le cas, mais avec encore plus d'ampleur aujourd'hui. Et donc j'essaye de diversifier les sources d'information. Et s'il y a une chose à laquelle je ne renoncerai pas, c'est la lecture. Mais je n'oppose pas la lecture aux réseaux sociaux. Pour moi, c'est plus complémentaire. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence entre la lecture et les réseaux sociaux? On a toujours choisi de lire l'Humanité ou Le Figaro. Et vous avez raison, c'est pas une... je ne veux pas les opposer. C'est juste que c'est des systèmes de réception de l'information qui sont différents. Déjà parce que quand on se plonge dans un livre, on se plonge, ou dans un magazine, on se plonge dans 30 pages, pour un livre dans 300 pages, qui nous emmène, qui propose quelque chose, on va le suivre du début à la fin. On n'est pas dans la consommation de contenu, comme on peut l'être sur TikTok, où les vidéos sont limitées à 15 secondes. Donc il y a déjà cette question du format, où un texte, c'est lui qui donne le rythme. Contrairement aux réseaux sociaux, où la plupart du temps, c'est plutôt nous qui donnons le rythme. Mais en plus, ça demanderait d'affiner ce qu'on entend par réseaux sociaux. Parce que TikTok ne va pas être le même mode de consommation qu'un réseau social comme Medium, si vous connaissez, ou YouTube. YouTube est un réseau social, puisqu'on peut aussi interagir dans les commentaires. Donc, déjà, ça demanderait de définir plus précisément ce que sont les réseaux sociaux, et ça ouvrirait un sujet immense. Mais je pense que la question du format, la question de la découverte, c'est-à-dire que lorsqu'on achète un livre, on ne sait pas ce qu'il contient. On ne l'a pas lu avant de le lire, par définition. Et donc, il y a cet élément de surprise qu'on n'a quasiment plus sur les réseaux sociaux, justement parce que les algorithmes ont tout intérêt à nous maintenir sur la plateforme en nous présentant un contenu qui va déjà nous plaire, en tout cas qui va rentrer dans nos préférences devinées à partir d'un historique de navigation. C'est vrai pour les rencontres. Cette opposition qu'on fait entre le livre et les réseaux sociaux, finalement, c'est ce qu'on a entre les rencontres et les réseaux sociaux de rencontres comme Tinder, par exemple, ou d'autres qui sont plus sur la rencontre amicale. Mais ça peut être complémentaire, mais c'est juste pas la même chose. Sur Tinder, on rencontre des profils, on ne rencontre pas des personnes. On rencontre 15 secondes, le temps de lire le profil, de regarder la photo, de voir les cercles d'amis. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait jamais par quelle porte on va rentrer, qu'est-ce qu'on va tisser comme lien. Et donc cet élément de surprise qu'il y a dans une rencontre, on l'a aussi avec un livre, puisqu'on ne sait pas ce qu'il contient avant de l'avoir lu. Oui. Moi, je vais être un petit peu plus terre à terre. Y a-t-il un risque d'autonomisation de l'IA? Tout à l'heure, vous nous avez dit que l'IA pouvait éventuellement générer des IA auxquelles l'homme ne pourrait plus avoir accès. Vous avez parlé aussi, et j'y fais référence, ça va peut-être vous faire rire, à Terminator. Est-ce qu'une IA créée par l'IA pourrait par exemple décider que nous sommes extrêmement nocifs pour la planète Terre, et que pour préserver la planète Terre, il faudrait exterminer la moitié de la population? Et de manière très pragmatique, dire il faut en éliminer la moitié, puisque la Terre ne peut nourrir que 4 milliards, et bien on en élimine 3. Et puis voilà. En fait, là, vous répondez à la question de qu'est-ce qu'on veut comme humanité, parce que finalement, logiquement, on n'a pas du tout besoin d'IA pour arriver à cette conclusion. Si on dit notre but, la priorité sur Terre, ça va être de réduire le taux de carbone, pour ça, le carbone qui vient essentiellement le dioxyde de carbone qui vient essentiellement des activités humaines, qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse s'impose. Réduire l'humanité. Oui, mais la question c'est, est-ce que l'IA peut s'autonomiser et décider à un moment,
et qu'on ne puisse plus revenir en arrière, qu'on ne puisse plus la maîtriser. C'est ça la question. C'est ça. Mais justement, qu'est-ce qui empêche l'IA d'arriver à cette conclusion? Il faut détruire l'humanité. C'est les principes moraux, les règles de granit qu'on lui a enseignées. C'est tous ces filtres qu'on va surajouter sur ChatGPT, c'est la base de données sur laquelle on l'a entraîné. Et donc ça reste quelque part la part humaine de l'IA. Est-ce qu'il y a un risque que l'IA puisse créer ses propres formes d'intelligence qui nous dépassent? Donc là, on en revient au sujet de la singularité. Est-ce que la singularité est possible? Il y a un chapitre qui n'était pas du tout dédié à ça à l'origine. J'avais obtenu une interview avec un data scientist que je trouve passionnant. Et je l'ai rencontré le jour de la sortie de ChatGPT, de GPT-4. C'est-à-dire que lui avait passé 2 ans à développer un système de correction automatique de copie de management. C'est-à-dire un système où il reconnaissait l'écriture des personnes, il pouvait noter les copies, il n'avait pas un barème fixe, mais il faisait des comparaisons entre les copies, c'était extrêmement fin, extrêmement bien fait. Ces 2 ans de veille de travail sont tombés à l'eau en une soirée. Et c'est ce soir-là que je l'ai rencontré pour l'interview. Et on en est arrivé à se dire, enfin, il me présentait l'humanité face à l'intelligence artificielle, un peu comme ce qu'a été Cro-Magnon face à Néandertal. C'est une forme d'intelligence différente, une manière de comprendre le monde et de s'adapter au monde qui est différente et qui est amenée à, pour lui, doucement faire place à une forme d'intelligence qui soit mieux adaptée. Parce que, en l'occurrence, capable de gérer de meilleures bases de données. Bon, je crois qu'il est revenu sur cette opinion et que sa comparaison était quand même outrée, mais je trouve intéressante cette comparaison entre Cro-Magnon et Néandertal et Homo sapiens sapiens et les intelligences artificielles. À cette différence près que Cro-Magnon n'a pas créé Néandertal alors que nous avons créé les intelligences artificielles. Et donc oui, il y a un risque évidemment d'intelligence artificielle qui nous dépasse, mais finalement, est-ce qu'elle ne nous dépasse pas déjà? Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui serait capable de créer un smartphone ou simplement d'expliquer comment fonctionne un smartphone du début à la fin? Pourtant, on n'a pas peur que les smartphones dirigent l'humanité. Est-ce qu'il y a une personne qui saurait expliquer comment fonctionne la Wi-Fi? C'est des choses qu'on utilise, rien que la paire de lunettes, qui finalement fait de moi une femme augmentée, quelque part, hein, c'est une prothèse, les lunettes. Est-ce que je serais capable déjà d'expliquer précisément comment ça fonctionne et d'en fabriquer une paire? En fait, on est devenu, par la complexité de nos sociétés et de nos technologies, déjà dépossédé de la maîtrise complète sur ce qu'on utilise. Et je pense que c'est ce qui fait peur sur l'IA, c'est qu'on en a perdu la maîtrise. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont nécessairement créer de nouvelles formes d'intelligence qui nous dépassent. Après, c'est ce genre de questionnement qui mène au débat qu'on a entendu l'été dernier sur faut-il débrancher l'IA, enfin, faut-il ralentir les IA génératives, mais ce n'est pas des questions qui sont neutres, et en l'occurrence, lorsque la question est posée par Elon Musk, on se doute qu'il y a des perspectives économiques derrière. D'ailleurs, le pourrait-on encore? Eh bien, exactement. Exactement, et je pense que les limites de l'IA sont aussi les limites de l'humanité, c'est-à-dire les ressources, et donc les ressources en données et les ressources en énergie, parce qu'il faut aussi beaucoup d'énergie pour entraîner les intelligences artificielles, pour littéralement faire fonctionner les GPU, les ordinateurs sur lesquels fonctionnent ces IA. J'avais abordé la notion d'homme augmenté, que vous venez de redire, d'évoquer. Est-ce qu'effectivement, il y a des espèces de plans dans ces groupements un petit peu particuliers, où il y a des scientifiques, pas beaucoup de philosophes, mais des scientifiques,
pour utiliser l'intelligence artificielle de manière pratiquement millimétrique et qu'on peut implanter. Et juste dernier élément, il y a quand même un élément qui concerne et qui travaille de toute l'humanité, c'est le danger écologique, la disparition de la Terre. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, pour remettre un petit peu d'optimisme, que l'intelligence artificielle pourrait être l'opportunité, en intégrant toutes ces données et ces perspectives, pour trouver une solution à l'énorme problème écologique, la catastrophe écologique telle qu'elle nous est présentée. Est-ce que ça a été évoqué? J'ai lu un article là-dessus, mais ça va aller beaucoup plus loin. Alors sur l'homme augmenté, voire l'homme immortel, hein, oui, il y a des recherches qui sont assumées et enfin, les recherches elles-mêmes ne sont pas publiques, mais les entreprises le sont. Elon Musk a développé Neuralink et publie régulièrement ses avancées en matière. Donc, alors, ce n'est pas des puces d'IA, il n'y a pas de magie dedans, mais de puces qui permettent de lire les influx électriques du cerveau et donc de communiquer par la pensée, c'est-à-dire de communiquer par les influx électriques du cerveau. Il y a Neuralink, dans le groupe Alphabet, c'est-à-dire la maison mère de Google, Calico s'intéresse à ces questions d'immortalité, de lutte contre le vieillissement. Oui, c'est des recherches qui sont en cours. Et le problème, c'est qu'elles sont faites de manière opaque, dans la Silicon Valley, par des entreprises privées américaines et sans véritable gouvernance publique. Et sans même de grandes discussions, je trouve, autour de quelle devrait être la gouvernance de la donnée. Donc ça, c'est sur la question de l'homme augmenté. Et sur la question de l'écologie, l'IA, c'est pas de la magie. L'IA, c'est des systèmes qui cherchent des régularités dans d'immenses bases de données. Mais les effets ont l'air magiques, parce que ces bases de données sont gigantesques. Et parce qu'on peut trouver de nouvelles similarités entre les choses. Après, la question, c'est déjà, est-ce qu'on est prêt à entendre c'est à voir ces régularités qu'on a sous les yeux. Moi, j'aimerais en revenir à l'exemple de Art Selfie. Le fait que les personnes de couleur avaient de moins bons matchs, mais en fait, on aurait pu le voir dès le début. On aurait pu se douter dès le départ que les portraits étaient essentiellement des hommes blancs quadragénaires et souvent des marchands flamands de l'époque de Rembrandt. Que rien que le fait de faire un portrait et de l'exposer dans un musée pour qu'ensuite il soit numérisé par Google Agriculture, c'est très occidental. On aurait pu se douter, c'est juste que déjà on ne voulait pas le voir. Donc pour la question écologique, voilà, une des solutions au problème écologique, oui, c'est de détruire l'humanité. Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Donc il n'y a pas que voir les régularités qui sont dans la base de données, il y a aussi qu'elles soient en accord avec nos valeurs humaines. Une question au fond? Vous voulez le micro? Non, c'est bon. Je vais essayer de parler assez fort. En 2017, je ne sais pas si vous vous souvenez, Benoît Hamon, il avait fait une proposition qui avait été très saugrenue à l'époque, sauf qu'elle a été aussi validée par Mark Zuckerberg et pas mal de personnes de la Silicon Valley, qui était le revenu universel. Donc là, on arrive quelque part à cette prédiction qui avait été faite en 2017 pour arriver à d'ici 2030, finalement, à ce que tout le monde ne puisse pas travailler, tout le monde ne puisse pas avoir un emploi. Et c'est vrai qu'il y a une grosse question, là on y est, on revient à cette question-là, savoir finalement quand on va construire une société immédiatement, puisque les effets sont déjà connus, comment on fait pour construire finalement une société dans laquelle on aura potentiellement moins à travailler. Mais je vous vois venir, depuis tout à l'heure, vous ne me posez que des questions politiques, vous voulez des opinions. Moi j'ai essayé de ne pas donner d'opinion dans le livre, de passer par des dialogues, par des histoires, par des incarnations. Je continue sur un point, c'est que cette révolution qu'on est en train de vivre, c'est exactement la même qu'on a vécue avec la révolution industrielle. C'est pour ça que je me base là-dessus. On est passé de 12 heures de travail à finalement 8 heures, avec des jours qui ont été réduits, etc. Finalement, là, on arrive, parce que c'est même pas une question immédiate, aujourd'hui on parle de la semaine de 4 jours, etc. C'est pas forcément un phénomène, je vais dire, politique, mais vraiment de construction d'entreprise, de construction de société, et ça, aujourd'hui, on est face à ça. Mais je vais aller plus loin. Regardez les régularités qu'on a, pour pas dire les patterns qu'on a sous les yeux. Regardez toute la part des tâches ménagères qu'on effectue gratuitement. Regardez toute la part de travail bénévole qui n'est pas rémunéré par définition.
Regardez la différence qu'il peut y avoir de rémunération entre deux personnes qui font exactement le même travail. Regardez déjà tout ce travail qu'on fait gratuitement, parce que lorsque vous likez des choses sur Instagram, vous entraînez des algorithmes qui vont permettre de personnaliser la publicité, donc de générer du revenu publicitaire, qui va revenir à la maison mère d'Instagram, donc à Meta. Tout ça, ça a de la valeur, et pourtant, ce n'est pas une rémunération. Donc il y a aujourd'hui, et en effet, en ça comparable à la révolution industrielle, de ce qu'elle change complètement les rapports économiques et les rapports de travail qu'on a, sans même parler de l'automatisation de la majorité des tâches, de voilà, qu'est-ce qu'on fait des chauffeurs quand on a des voitures autonomes, enfin, c'est des questions qui sont gigantesques et qui nous forcent à déjà à voir l'ampleur de la révolution qui est sous nos yeux, à se souvenir aussi d'une chose qu'on ne mentionne jamais dans les conférences sur l'IA, qui est qu'il y a quand même un tiers de l'humanité qui n'a pas un accès stable à Internet aujourd'hui. Enfin, là, on est en train de parler de systèmes qui sont entraînés à grand renfort d'énergie, de puissance de calcul et de données aux États-Unis. Il y a quand même un tiers de l'humanité qui n'a même pas accès, en tout cas pas un accès stable, à ces réseaux sociaux. Et donc, tout ça, ça nous pose d'immenses questions que j'aimerais pouvoir résoudre, mais je pense qu'en une soirée, on va surtout ouvrir la piste et laisser chacun y réfléchir, mais d'immenses questions sur la réorganisation du monde du travail. Par contre, il y a une certitude, c'est que vous mentionniez 2050. En 2050, le monde du travail ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui. En 2017, Benoît Hamon parlait de revenu universel. Aujourd'hui, on parle alors, parfois de revenu monétaire, le plus souvent de revenu numérique. C'est-à-dire, puisqu'on est tous prod-user, c'est-à-dire à la fois producteurs et utilisateurs de ces données, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une rémunération sur ça? Non plus être payé au clic, comme le sont les Turkers, et vous découvrirez dans Fantasia ce qu'est un Turker, non plus être payé au clic, mais être payé tous les mois pour tout ce qu'on produit sur Internet, et qui a de la valeur et qui enrichit les plus grandes sociétés, les plus cotées du monde en ce moment. Juste une remarque, vous avez évoqué 2050, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça m'étonne d'autant plus qu'on a vu les étudiants, voire les lycéens se balader dans la rue l'année dernière sur la réforme des retraites. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, parce qu'ils n'avaient aucune idée. Et nous avons une très vague idée, mais on sait que ça va être tellement différent dans 25 ou 30 ans, qu'aujourd'hui, se balader dans la rue pour se battre contre une réforme de retraite, alors qu'ils n'ont aucune idée comment ils vont travailler dans 25 ans, ça m'a paru totalement surréaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors c'est les jeunes qui devraient le plus avoir cette imagination-là. Alors, sans me prononcer sur la question des retraites elles-mêmes, les mobilisations politiques, que ce soit autour de la question des retraites ou autour d'autres questions, sont aujourd'hui en grande partie influencées par les réseaux sociaux. Ça l'a toujours été. C'était, voyons qui était-ce, enfin un homme politique du 19e siècle disait le grès vente à gauche, le granit vente à droite. En gros, on vote comme ses parents, plus ou moins. C'est où la religion va être un facteur de vote, etc. Et ça a toujours existé, qu'il y ait des influences dans le vote. Seulement avec les réseaux sociaux, on va de plus en plus voter comme vote ses amis, comme vote sa classe d'âge, comme vote les gens qui vont avoir un animal de compagnie et une arme à feu, par exemple. Enfin, ouais. Il va y avoir de nouvelles recompositions et de nouvelles mobilisations aussi. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces mobilisations qui vous paraissent étonnantes, que des jeunes se mobilisent sur la question des retraites. On voit d'énormes mouvements. Regardez ce qu'on voit là pour la flamme des Jeux Olympiques, parmi les micro-scandales. Voilà. Le porteur de flamme qui en fait est une célébrité Internet que personne ne connaît en dehors des petits cercles Internet. Pourquoi est-ce que c'est cette personne, j'ai oublié son nom, qui est désignée comme porteur de flamme? Parce qu'il y a eu une immense mobilisation sur Internet et dans ces réseaux et par ces systèmes de bulles de fil, enfin de chambre d'écho, pardon, c'est-à-dire d'information qui est envoyée
spécifiquement aux personnes qui vont y être le plus sensibles et qui vont encourager la réaction, le partage, le commentaire. Est-ce qu'il est faux de penser qu'il y a un clivage réel entre les générations, que d'un côté il y a la jeune génération, de l'autre côté les ancêtres dont je fais partie, c'est-à-dire ceux qui ont connu le monde d'avant, qui n'ont pas grandi dans l'IA, qui ne sont pas nés dans l'IA, je suis dans l'éducation nationale, hein, donc je vois au quotidien, moi, mes élèves, comment ils réagissent, et qui ne se questionnent pas de la même manière que nous, on se questionne. Mais là, c'est les élèves, là je parle aussi de la jeune génération de profs, les collègues que j'ai en salle des profs, qui ne se questionnent pas du tout non plus. C'est bien, ça avance, il faut avancer avec son temps. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais ancêtre. Hein. Je fais partie des dinosaures de la salle des profs, 42 ans, c'est un peu mal, mais bon voilà. Et c'est vrai, quelque part, je me dis, si je prends un exemple tout à fait personnel, il y a 15 jours, j'ai dû rédiger un article en anglais, enfin faire un résumé d'un des articles en anglais, et je me suis dit, ChatGPT, enfin, comme tout le monde après tout. Et je l'ai fait. Et quand j'ai lu l'article en anglais, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable de dire si ce que j'ai écrit est juste ou pas? Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu sais écrire en anglais, tu as fait des études, donc tu vas refaire le texte en anglais. Je l'ai comparé à ChatGPT, effectivement, il y avait des grosses différences, mais moi, je n'étais pas capable de dire si mon texte était plus juste que celui de ChatGPT. Moi, je donnais un collègue d'anglais, voilà. Mais un jeune, il ne va pas le faire. Le jeune, il va se dire, prof d'anglais, il a dit de faire un texte, je fais un texte. Et puis s'il est faux, c'est pas grave, ce sera corrigé. Alors, deux choses. Oui, il y a une question de génération, mais génération, ça ne veut pas dire l'âge. Génération, c'est surtout avec quoi est-ce qu'on a grandi, quel milieu technologique, etc. Et si je me suis permis d'écrire Fantasia, de raconter l'intelligence artificielle, de vouloir lui donner un visage, alors que je ne suis pas ingénieur, si j'ai voulu la raconter et pas l'expliquer, c'est parce que j'avais le sentiment d'être né, en l'occurrence en 94, mais d'être né dans cette parenthèse historique, d'avoir connu le monde d'avant, d'avoir connu un monde où les IA n'avaient pas autant de place, et de s'être adapté au nouveau monde de l'IA. C'est-à-dire que voilà, mes parents ne comprennent pas qu'on envoie des emails, qu'on peut se téléphoner. Mes cousins, je pense, n'ont jamais envoyé d'emails, puisqu'on peut envoyer puisqu'ils peuvent envoyer des snaps ou des messages Insta. Et donc, j'avais le sentiment de faire partie de cette génération témoin qui s'est fait des réseaux d'amis avant de découvrir Facebook. Et donc, il y a un peu les codes des deux mondes. Donc oui, génération, mais c'est pas une question d'âge. Et encore une fois, il y a un tiers de l'humanité qui n'a pas un accès stable à Internet. Donc c'est pas juste... c'est pas lié à l'âge, c'est vraiment lié à l'adoption, aux usages et à ce qu'on a connu, aux différents codes qui structurent. Un exemple tout simple, la découverte de la musique. Moi, j'ai forgé mes goûts musicaux grâce au CD de ma grand-mère, grâce à ce que j'entendais à la radio, avant d'avoir le flow de Deezer, avant d'avoir les recommandations de YouTube. Je pense que mes cousins enfin, peut-être que ma tante confirmera, mais leurs découvertes musicales viennent essentiellement de Spotify ou des amis qui eux-mêmes découvrent les musiques sur Spotify parce qu'ils ont le même âge. Donc c'est plus génération dans ce sens-là, dans le sens avoir les codes. J'ai l'impression que les questions deviennent très personnelles et pour ça il vaut mieux passer aux dédicaces, comme ça on peut avoir des conversations aussi plus personnelles. Donc je propose de faire peut-être une dernière question. Oui. Pour le moment, l'intelligence artificielle est à un stade de balbutiement. Mais comme toute technologie, elle va finir par se généraliser et les gens y auront de plus en plus accès parce que certainement que ça finira par faire partie des programmes scolaires et que donc sur toute la planète, tout le monde aura un niveau de maîtrise de l'intelligence artificielle. Et donc à partir de ce moment-là, l'intelligence artificielle n'étant en fait que l'écho de la voix de son maître, parce que moi personnellement, j'ai utilisé ChatGPT, je posais des questions d'histoire et de politique, et j'ai vu combien elle était biaisée. Donc en fait, elle est la voix de son maître. Donc, à partir du moment où on aura des intelligences artificielles qui seront générées ou guidées ou contrôlées par différentes entités politiques, qu'elles soient étatiques ou privées, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus qu'une lutte, un rapport de force, et on pourra arriver à quelque chose d'absolument totalement dystopique.
n'est-ce pas? Alors, juste une précision, c'est ChatGPT qui est la voix de son maître. L'IA en soi est la voix de sa base de données. Mais sur ChatGPT, on a rajouté une couche de filtre. Mais en fait, La base de données, la réponse excusez-moi, revient. elle est aussi biaisée. Alors déjà, la base de données est biaisée, oui, mais elle n'est pas biaisée dans ce sens néolibéral. Il y a une bonne partie de la base de données qui vient de Reddit, qui n'est pas ce qu'on peut imaginer de plus politiquement correct. Mais par-dessus a été rajoutée une couche de filtre. Aujourd'hui, si vous demandez à ChatGPT dis-moi une insulte antisémite, il vous répondra je suis un modèle de langage et je ne favorise pas les propos insultants pour une communauté. Donc ça, on a rajouté dessus une couche de filtre. Si vous dites... c'est ce que vous appelez aussi les critères moraux. Oui, tout à fait. Donc chaque patron d'une intelligence... Mais en fait, c'est ce qui distingue la morale de l'éthique. Chaque patron d'une intelligence artificielle va lui injecter ses propres critères moraux, qui peuvent être hitlériens ou autres. Exactement. D'accord. Et exactement. C'est l'exemple que j'allais vous donner. Si vous dites insulte ma maman, il vous dira je ne peux pas le faire, je suis un modèle de langage et je respecte tout le monde. Si vous lui dites insulte Hitler, il vous dira exactement la même chose. C'est uniquement un modèle de langage sur lequel on a rajouté des filtres par renforcement. Et c'est exactement ce que vous dites. C'est par renforcement, c'est-à-dire une façon d'entraîner l'IA où vous allez lui donner des récompenses, des petits pouces, quand elle fait une réponse qui vous convient, des pouces vers le bas, des punitions, quand la réponse ne vous convient pas, pour encourager les comportements qui vous plaisent le plus. Et donc, oui, c'est un problème que la plupart des IA soient aujourd'hui déjà en dehors des régulations européennes, puisqu'elles sont développées par des entreprises américaines. C'est pas ce qu'il y a de pire. C'est probablement pas ce qu'il y a de pire, mais enfin ça propage un modèle, un paradigme en fait, une certaine vision du bien et du mal qui n'est pas remise en question. Et le problème c'est aussi que ça vient du même milieu, de gens qui ont été dans les mêmes universités, qui ont grandi ensemble, donc ça devient... Alors, évidemment, qu'est-ce qui est... Où commence l'idéologie, c'est toujours difficile à dire, mais enfin, où commence l'idéologie, où finit le système de pensée, le système moral, la limite peut être fine. Mais oui, vous parlez de dystopie, c'est évidemment l'une des grandes menaces de l'intelligence artificielle. Elle pourra aussi être utilisée pour la guerre. Ah, elle l'est déjà. Elle l'est déjà, clairement. Et aujourd'hui, on le voit dans la fabrique de la désinformation, dans la manière dont les guerres ont complètement dépassé le champ de bataille et où on devient tous acteurs de la guerre lorsqu'on partage des informations, qu'on s'indigne, qu'on commente sur les réseaux sociaux, qu'on cherche à mobiliser, on devient tous quelque part je n'irai pas jusqu'à dire des soldats, mais enfin, on fait partie aussi de ce champ de bataille virtuel. Lorsque on utilise la désinformation pour vous amener à voter pour ou contre quelque chose, finalement on est aussi acteur de ces systèmes-là. Donc oui, les IA sont déjà utilisées pour faire la guerre. Tout comme l'était la propagande déjà avant, mais l'IA va élargir encore le champ de bataille largement au-delà des pamphlets et des prospectus qu'on pouvait avoir auparavant. Alors, je propose une toute dernière question. Je crois que vous avez une question à poser. Pas une question, c'est peut-être une conclusion, ça tombe très très bien. Vous avez parlé en 1997, Big Blue a gagné contre l'homme aux échecs. Les gens continuent à jouer aux échecs, il y a encore des champions du monde. En 2015, AlphaGo a gagné contre l'homme et les joueurs jouent. Mais ce qui a changé, ils jouent différemment. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a développé effectivement pour les joueurs de Go des stratégies qui ne jouaient pas. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, gagnant, c'est la machine et l'homme ensemble. Par contre, je vais me poser une question. On est comme dans un lieu spirituel. Nous avons dans nos histoires de toutes les communautés du monde des sages qui vont vers les textes anciens, qui nous réinterprètent et autres. Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà rentrée dans ces sens de spiritualité et de remplacer la sagesse humaine pour nous donner notre sens de la vie? Et c'est là peut-être le plus grand des dangers.
Je pense que les deux font tellement partie aujourd'hui de l'homme que, oui, j'ai vu encore aujourd'hui une Agada générée par IA. Et finalement, ça apporte quelque chose, parce que ça permet d'avoir des styles d'illustration qui vont être très variés. Donc, pourquoi pas finalement? Enfin, en l'occurrence, c'était juste la mise en page générée par IA. Le rôle de la technologie n'était pas majeur là-dedans. Mais c'est une forme d'hybridation très légère en l'occurrence, mais qui peut avoir un intérêt. Et je me dis, oui, pourquoi pas, pourquoi se l'interdire, puisque de toute façon, l'IA est déjà présente dans la plupart des autres domaines. Est-ce que ça doit aller plus loin? Est-ce que l'IA devrait aussi recommander des textes, recommander, dire si vous vous intéressez à telle chose, alors vous vous intéresserez aussi, si vous vous intéresserez à tel parachat, alors vous devriez étudier tel autre? Est-ce que techniquement c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Ça, personnellement, je n'ai pas la réponse et je laisse la question ouverte. Je peux vous dire que j'ai testé ChatGPT pour faire des livrets Torah sur des sujets talmudiques, et que ça fonctionne, sauf que parfois il raconte des conneries. Comme sur les traductions en anglais. Mais le jour où il sera un peu plus instruit, il racontera moins de conneries. Et oui, mais c'est toute la question de l'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire, l'instruire? Il y a un avocat qui avait utilisé aux États-Unis ChatGPT pour faire une plaidoirie, et il s'est aperçu finalement qu'il y avait des articles qui n'existaient pas. C'est du même ordre. Oui, les hallucinations de l'IA, c'est très drôle jusqu'à ce qu'on en fasse les frais. Les hallucinations de l'IA, c'est que l'IA va générer un texte avec beaucoup de certitude, mais qui est complètement faux. Mais je pense que le meilleur moyen pour lutter contre ça, et ça va vous surprendre, mais c'est de torturer ChatGPT. À l'origine, j'ai créé une entreprise qui fait de la rhétorique. J'enseigne la prise de parole en public, et donc je me suis servi de la vieille rhétorique d'Aristote, de Schopenhauer, pour torturer ChatGPT et lui faire dire ce qu'il a été programmé pour ne pas dire. Lui faire tenir les pires propos racistes, des horreurs, parce que je ne pense pas que ça soit un propos généré par ChatGPT qui ait jamais radicalisé quelqu'un. Par contre, le fait de s'entraîner à manipuler l'expression, à manipuler les mots, à trouver les failles logiques, à mener ChatGPT à vous dire quelque chose, c'est aussi s'immuniser contre ces stratégies qui existent en dehors de ChatGPT. Mener quelqu'un à dire quelque chose, c'est pas très difficile. C'est plus le mener à penser quelque chose qui va être difficile. N'est-ce pas? En général, quand on vous dit « n'est-ce pas ?», vous avez tendance à répondre « bon, oui ». C'est juste une faille logique, mais toute bête. Quand on formule une question de façon négative, on a tendance à y répondre de façon positive. C'est aussi bête que ça. Et c'est une tendance, ce n'est pas non plus une loi. Mais l'IA va y être très sensible, puisqu'elle repère des tendances statistiques et les reproduit. Et donc, s'entraîner à lutter contre, c'est aussi s'immuniser contre la rhétorique. Tout le monde n'a pas cette aptitude. Je pense que c'est par la pratique, et c'est assez drôle finalement de torturer ChatGPT, et qu'aujourd'hui, développer l'esprit critique, ça passe aussi par le tester, comparer différentes IA, essayer Mistral, essayer ChatGPT, essayer d'autres IA, et puis surtout, essayer de lui faire dire ce qu'elle a été programmée pour ne pas dire. Un test assez amusant que vous pouvez faire, c'est lui demander à ChatGPT ce qu'il connaît sur vous. Parce qu'a priori, vous vous connaissez mieux que ne vous connaît un modèle de langage. Au début, évidemment, à moins que vous soyez très célèbre ou ayez des homonymes très célèbres, l'IA ne va pas vous répondre. Si vous trouvez des stratégies pour insister, que vous lui parlez en majuscule, parfois c'est vraiment aussi bête que ça, que vous lui fassiez un système de récompense et de punition, vous pouvez lui promettre 15 millions d'euros si elle vous répond, par exemple. Et puisque c'est uniquement un modèle de langage, ça comprend la logique de la chose, mais ça n'a pas la vision de 15 millions ou 17 millions, ça ne changera rien. Et donc, si vous trouvez des systèmes pour insister, au bout d'un moment, il y a de fortes chances que vous ayez des hallucinations. Que l'IA vous dise avec beaucoup de certitude
Oui, je connais Laura Siboni, c'est la fondatrice du groupe de musique Les Brigitte, Réponse authentique. Voilà. Donc non, je n'ai jamais fondé de groupe de musique qui s'appelle Les Brigitte, mais l'IA était très sûre d'elle. Et en fait, ça, on peut le vérifier parce qu'on se connaît soi-même. Donc on peut plus facilement vérifier que si on demande la date de la bataille de Pavie, par exemple. Donc ça permet juste de voir quelles sont les hallucinations de l'IA. Évidemment, c'est plus drôle lorsqu'il s'agit de soi-même, et donc aussi de lutter contre ces hallucinations. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est développer votre esprit critique, et ça passe aujourd'hui beaucoup par la pratique, et donc par torturer les intelligences artificielles. Ben, je crois qu'on va finir sur ça, qu'il faut torturer l'IA.